BTP, c'est le premier émetteur de déchets en France. Il y a une centaine d'années, on apprenait des métiers qui avaient tout un panel de compétences, et avec l'industrialisation des métiers de la construction, en fait, on a plus de poseurs en fait, maintenant que de faiseurs. Et en fait, le réemploi, ça permet de remettre dans les pratiques de métier plus de savoir-faire manuel, et de donner de la qualité en fait, aux éléments et aux produits. En fait, j'ai envie de dire que la limite à chaque fois, c'est les moyens qu'on y met. Mais à mon sens, on pourrait tout réemployer. Au début, quand on a démarré, on nous prenait vraiment pour des fous. On nous disait que ça n'allait pas marcher, que c'était impossible. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le réemploi commence à devenir obligatoire. Donc ceux qui s'y mettent pas, en fait, vont être contraints de le faire par la réglementation. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Joanne Boichon. Joanne est la fondatrice de Mineka, une association pionnière en France dans le réemploi des matériaux de construction. Dans cet épisode, Joanne raconte comment son parcours d'architecte l'a conduit à s'intéresser au réemploi. Elle rappelle aussi que le secteur du BTP est le premier émetteur de déchets, alors que bien souvent, ceux-ci peuvent être réemployés pour d'autres projets de construction ou de rénovation. Elle présente les façons de mener un projet en intégrant une démarche de réemploi et rappelle aussi la différence entre réemploi, réutilisation et recyclage. Cet épisode s'adresse à tous les porteurs de projets, que vous soyez artisan, concepteur ou maître d'ouvrage, car le réemploi fait désormais partie intégrante d'une opération de construction. Je remercie Joanne pour son retour d'expérience et cette discussion approfondie sur le sujet, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Joanne, merci de venir sur le podcast. Bonjour, avec plaisir. Je suis content de te recevoir sur la Case Robinson. Aujourd'hui, on va parler de chantier, de matériaux, de construction, mais d'une façon un petit peu différente, car tu es la fondatrice de Mineka, une entreprise spécialisée dans le réemploi de ces matériaux de construction. Donc, pour commencer et donner peut-être un petit peu de contexte par rapport au secteur de la construction, quels sont les chiffres clés à connaître quand on s'intéresse aux matériaux et aux déchets dans le bâtiment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTP, c'est le premier émetteur de déchets en France. Il représente 3 fois plus de déchets que notre petite poubelle qu'on génère chez nous quand on jette nos déchets ménagers. Et dans ces déchets, le secteur de la construction, c'est 46 millions de tonnes, ce qui est énorme. Et on a estimé que il y avait énormément d'éléments qui pouvaient encore servir, qui pouvaient avoir une seconde vie. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Mineka. Et donc justement, et toi, à la base, tu es architecte de formation. Comment en es-tu venu à t'intéresser au réemploi d'abord peut-être, et puis ensuite à lancer l'entreprise Mineka aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours eu des convictions écologiques très fortes depuis très jeune. Et puis, j'ai fait mes études d'architecte à Lyon, à l'école d'architecture de Lyon, où à l'époque, il y avait un département qui était spécialisé en écologie, en architecture écologique. Et donc, je voulais construire et pouvoir concevoir de manière écologique. Donc, j'ai été diplômée. Ensuite, j'ai commencé à travailler et je suis sortie diplômée en fait en pleine crise de 2008, là où il n'y avait pas trop de travail. Et donc, c'était un petit peu compliqué de trouver du travail. Donc, j'ai fait plein de petits contrats. Et surtout, en fait, au fur et à mesure des années, en fait, j'ai pas travaillé dans des agences qui avaient à cœur de faire de l'architecture écologique. En tout cas, à l'époque, c'était pas du tout un. Aujourd'hui, tout le monde en parle et il y a beaucoup de. C'est devenu une obligation en fait, alors qu'à l'époque, très peu. Et
et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai ressenti une perte de sens dans ma pratique professionnelle. En gros, il y avait une différence entre les études et le milieu professionnel. Et donc, j'ai ressenti cette perte de sens, et en même temps, je continuais à me renseigner et à apprendre par ailleurs sur l'architecture écologique. Et j'ai découvert en fait l'exposition Matière grise qui a été menée par le collectif d'architectes Encore Heureux et qui en fait a été un petit peu ça a été complètement révélateur. En gros, c'était une exposition qui mettait le réemploi à l'honneur et le réemploi qualitatif aussi. Et donc, c'était vraiment clairement une cartographie de ce que peut être le réemploi avec les enjeux, le constat et tout ce qu'on peut faire avec des matériaux de réemploi. Et ça a été clairement une claque pour moi. Et je me suis dit, mais je suis vraiment, on peut le dire, tomber amoureuse de cette pratique. Je me suis vraiment passionnée de ça et après j'ai pas arrêté de creuser le sujet jusqu'à monter Mineka en fait, qui est une association. Ok, et Mineka, donc ça a été créé quelle année déjà? En 2016. Ouais, donc 2016, c'est il y a 8 ans, et c'était vraiment le tout début, je pense, du réemploi, en tout cas, la façon dont on le perçoit aujourd'hui. Avant, j'imagine, c'était plutôt des initiatives très privées, très, très localisées. Donc c'était vraiment le départ. Je suis étonné que même dans ton cursus d'architecte, parce que j'ai pas mal côtoyé d'architectes aussi, et il y avait peu finalement de cursus de formation en architecture écologique. Je savais pas que sur Lyon, il y en avait une à l'époque en 2008. Ça remonte un peu. Et déjà, c'est bien c'est bien qu'il y en ait une à l'époque, parce que même aujourd'hui, je pense que évidemment c'est abordé, mais même les architectes qui sortent des écoles aujourd'hui, souvent ils me disent, et puis on en a parlé un peu avec Anatomie d'architecture, qui est passé sur le podcast, que voilà, dans la pratique, il y a encore beaucoup de travail pour que ce soit vraiment intégré dans les pratiques architecturales, notamment des grandes agences françaises. Donc c'est intéressant de relever que quand même il y a des initiatives qui ont été initiées déjà en 2008. Aujourd'hui, quand on parle de réemploi, peut-être pour repréciser, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce à quoi ça correspond? Alors le réemploi dans le code de l'environnement, c'est le fait d'utiliser pour le même usage un matériau, un produit qui a été destiné à être jeté. Donc c'est le fait de réemployer une porte en tant que porte. Ensuite, il y a la réutilisation, qui est le fait de détourner la porte de son usage premier. Et donc, par exemple, la porte, elle va devenir mobilier ou cloison ou autre. Après, les acteurs du réemploi, pour faciliter la compréhension, on parle de réemploi pour la réutilisation et le réemploi. Voilà. En France, on aime bien mettre plein de complexifier les choses. Quand on regarde au niveau de nos amis anglo-saxons, il n'y a qu'un terme, c'est reuse. Ok. Et justement, en dehors de la France, est-ce que ces démarches de réemploi, elles existaient avant? Est-ce que ça a finalement été une dynamique qui s'est enclenchée à peu près à la même période? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors, le réemploi, ça existe depuis toujours, depuis vraiment la nuit des temps, hein, mais pas mal de nos églises, nos monuments historiques sont construits avec des pierres de réemploi. Par exemple, la cathédrale Saint-Jean à Lyon, une partie de son soubassement est construite avec des pierres du Forum gallo-romain. Toute l'Antiquité aussi réutilisait, réemployait les anciens temples parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas la ressource ni matérielle ni humaine pour aller extraire très très loin les éléments. Donc, c'était une intelligence et du bon sens. Et puis, dans tous les pays émergents aussi, en fait, qui ont peu de moyens productivistes, en fait, utilisent cette pratique. Donc ça peut paraître un peu, on va dire, jugé de récup. Néanmoins, en fait, ça a l'avantage en fait de construire avec peu de choses et de manière intelligente et de manière low-tech. Et puis, pour revenir
au cœur de ta question, en Europe, en fait, les défricheurs, c'est Rotor en Belgique, qui ont une dizaine d'années de plus d'expérience que Mineka et qui ont en fait ont vraiment défriché la pratique. Ils ont créé une plateforme dans la région de Bruxelles et ils ont été vraiment, nous on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient pour monter Mineka et en fait, bah, généralement comme dans tous les domaines, l'Europe du Nord est plus avancée que la France et l'Europe du Sud sur toutes les questions écologiques. Et sur ces questions de matériaux, en termes de réemploi, c'est quoi les différentes typologies qu'on peut trouver aujourd'hui en réemploi? Est-ce qu'on trouve absolument de tout ou est-ce qu'il y a certains matériaux? Et est-ce qu'on parle aussi par exemple des systèmes de chauffage, etc. Est-ce que ça en fait partie? Voilà. Quel est le périmètre? Est-ce qu'il y a des limites particulières? Alors à notre sens, quasiment tout peut être réemployé, dans le sens où en fait derrière il faut mettre une ingénierie et des moyens en œuvre pour réemployer les éléments. Nous par exemple chez Mineka, bah, dans notre matériothèque on a beaucoup d'éléments de seconde œuvre. Ça va de la poignée de porte à la moquette, au carreau de ciment, au carreau de carrelage, au parquet. Et puis on récupère aussi des graviers, des tuiles, etc. Et ensuite, il y a d'autres acteurs du réemploi qui sont en train de développer du réemploi d'éléments un petit peu plus complexes, notamment par exemple des voiles de béton, des murs de béton. Donc comment on va déconstruire un grand ensemble des années 70 dont la structure est faite en béton, comment je vais déconstruire cet élément-là pour ensuite le réemployer derrière en mettant en place tout un protocole de fiabilisation et notamment nos confrères de Bellastock sur Paris travaillent beaucoup sur ces sujets-là. En fait, j'ai envie de dire que la limite à chaque fois, c'est les moyens qu'on y met, mais à mon sens, on pourrait tout réemployer. Un système de chauffage, c'est possible aussi. Ce qu'il faut mettre en œuvre derrière, c'est la préparation à l'emploi. En fait, c'est pas juste on prend quelque chose, un élément sur un chantier et ensuite on va le reposer tout de suite sur un chantier. Il y a d'autres étapes à mettre en œuvre pour notamment fiabiliser, vérifier et certifier ces éléments-là dans le cadre de réhabilitation, par exemple, où il faut engager de la sécurité incendie, de la sécurité ERP et d'autres dispositifs. Après, réemployer une porte ou du parquet, pour un particulier, c'est quelque chose de très simple. En fait. Ouais, j'ai en tête que effectivement le réemploi pour un particulier finalement c'est assez simple parce que il peut sortir, on va dire, du cadre réglementaire, peut-être législatif, sur un certain nombre de normes de sécurité qui pourraient s'appliquer au marché public, notamment, par exemple. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'un porteur de projet, d'un particulier, ou peut-être d'un architecte qui travaille pour des particuliers, pour de l'habitat individuel, euh, comment est-ce qu'on aborde un projet lorsqu'on souhaite y intégrer un maximum de réemploi? Comment est-ce qu'il faut prendre les choses? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Peut-être dans un cas de rénovation, notamment, mais aussi avec du réemploi qui vient d'ailleurs. Okay. Bah, la première chose, c'est d'identifier, d'écrire un petit cahier des charges, de savoir où sont les besoins, quel type de matériaux et d'éléments je souhaite mettre dans mon projet. Déjà que j'ai par exemple, j'achète une maison, je fais le tour de la maison et j'identifie quels éléments je peux conserver en place en l'état, quels autres doivent être démontés pour subir une petite restauration ou un coup de peinture, on va dire, et ensuite d'identifier les autres éléments qui viendront d'ailleurs et de savoir si les gisements sont présents autour de moi, donc auprès des matériothèques, de mon territoire, sur les plateformes web, et puis aussi sur d'autres filières comme le Bon Coin, de particulier à particulier, où en fait on se rend compte qu'il y a énormément de gisements sur le Bon Coin. Hein, on a rien inventé. On trouve énormément de matériaux de construction sur le Bon Coin. Et aussi auprès des vide-greniers, auprès de brocantes du coin. Et ensuite, il y a aussi des sites qui référencent tous les acteurs, tous les revendeurs de matériaux de réemploi en France. Et je pense notamment à opalis.eu, où là, on peut trouver vraiment toutes les matériothèques et les revendeurs historiques de matériaux anciens
et donc des matériaux qui ont déjà vécu. Et donc, si on a des matériaux qu'on souhaite pas forcément réemployer, mais qui sont réemployables lors d'une rénovation, d'une déconstruction, un projet de ce type, est-ce que la personne peut s'adresser à ces différentes matériothèques pour soit leur revendre peut-être, soit leur donner, faire don de ces matériaux de réemploi? Comment ça se passe? Alors, ça dépend des acteurs, parce qu'il n'y a pas de... Ça dépend vraiment des acteurs, parce qu'il n'y a pas de modèle économique, il n'y en a pas qu'un seul, et chaque plateforme a le sien propre et son propre fonctionnement. Par exemple, nous, chez Minica, on ne récupère pas d'éléments auprès de particuliers, mais d'autres le font. En fait, faut se rapprocher des matériothèques et des ressourceries qui sont proches de chez soi, et puis après d'essayer de voir si c'est possible de les vendre sur le bon coin aussi. De voir les prix qui sont pratiqués. Voilà, mais c'est possible aussi de les vendre. Ou alors il y a aussi des donneries auprès de, des déchetteries locales. Ça arrive que, par exemple, nous, sur notre territoire, il y a des donneries qui sont accolées aux déchetteries de la métropole de Lyon, par exemple. Et alors ce qu'on entend souvent quand on parle de réemploi, en tout cas moi c'est ce que je peux voir dans les projets, quand j'en parle notamment aux artisans et aux entreprises qui vont poser et utiliser ces matériaux, beaucoup encore aujourd'hui sont un peu frileuses quand on parle de réemploi. Est-ce que vous, par exemple, vous préparez les matériaux dont tu parlais pour qu'ils soient prêts à l'emploi, prêts à la pose? Si on parle de parquet, de carrelage, un vieux carrelage, il faut par exemple enlever la colle ou des choses comme ça. Est-ce que vous préparez ça? Et comment est-ce que vous abordez les éventuelles frictions, comment vous levez les éventuelles frictions qu'il peut y avoir auprès des artisans, des entreprises, pour les inciter à utiliser ces matériaux plutôt qu'à aller s'approvisionner dans du neuf? Alors pour répondre à la première question, nous chez Minica, les matériaux qu'on fournit ne subissent pas de reconditionnement. C'est des éléments qu'on estime qui peuvent être, dans la plupart des cas, réemployés directement en l'état, ou alors subir une petite restauration, un petit reconditionnement. Et ensuite, nous, on travaille avec on a créé tout un réseau d'artisans et d'entreprises qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi et qui sont visibles sur notre site internet d'une cartographie, justement avec des artisans et des entreprises qui ne sont pas frileuses à la mise en œuvre de matériaux de réemploi. Après, pour lever les freins, en fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer par des éléments facilement réemployables où il y a peu de reconditionnement qui est à faire, parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments où en fait ils sont possiblement réutilisables en l'état. Et en fait, de commencer sinon à aller se fournir auprès de filières qui produisent des éléments reconditionnés. Donc, il y en a qui existent déjà. Alors, c'est sur des éléments très spécifiques, mais ça permet en fait de faciliter la, la mise à l'étrier, on va dire. Après, à mon sens, et c'est un peu notre posture chez Minica, un menuisier, en fait, c'est dans ses capacités, c'est dans ses compétences de pouvoir reconditionner une porte. C'est vrai que ces dernières décennies, en fait, on a vu le constat, c'est que il y a une centaine d'années, on apprenait des métiers qui avaient tout un panel de compétences, et avec l'industrialisation des métiers de la construction, en fait, il y a plus de poseurs en fait maintenant que de faiseurs. Et en fait, le réemploi, ça permet de remettre dans les pratiques de métiers plus de savoir-faire manuel, et de donner de la qualité en fait aux éléments et aux produits. Mais c'est comme un architecte qui va être frileux à utiliser des matériaux de réemploi. À mon sens, et en tant qu'architecte, un architecte doit pouvoir, en fait, grâce à sa formation, à son imagination et à sa créativité et à ses capacités techniques, utiliser des matériaux de réemploi pour concevoir. Parce que c'est faire avec le délai. Déjà là, on l'a fait pendant des milliers d'années. Ça devrait être dans nos capacités. Oui, puis c'est vrai que tu le disais, pour les artisans, souvent, ils peuvent être un peu frileux d'utiliser du réemploi, mais
ceux qui aiment leur métier, ils aiment bien aussi finalement mettre la main à la pâte pour modifier une porte, Mhm. raboter un morceau de parquet ou des choses comme ça pour leur employé. Donc ça apporte aussi du sens aussi à leur métier, à leurs activités au quotidien. Donc c'est intéressant. Après, ce qui est important de mentionner, c'est que, en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le réemploi commence à devenir obligatoire. Euh, donc, ceux qui s'y mettent pas, en fait, euh, vont être contraints de le faire par la réglementation, parce que aujourd'hui, il y a des objectifs de réemploi qui rentrent dans la législation, que ce soit dans le traitement des déchets ou dans certains référentiels de certains référentiels des PLU ou autres. Et par exemple, sur la ville de Lyon, sur la métropole de Lyon, on a le référentiel Habitat durable qui inclut deux cibles souples pour intégrer des matériaux de réemploi dans la construction de logements neufs. Donc, plus le temps passe, plus les politiques publiques sont favorables au réemploi, et donc les artisans et les entreprises et tous les acteurs de la construction vont devoir s'y mettre. Et d'un point de vue financier, est-ce que le réemploi, de ton retour d'expérience, pour les maîtres d'ouvrage, ça a un intérêt financier au premier abord, on pourrait se dire que oui, évidemment, parce que généralement, l'occasion, le réemploi, c'est moins cher que du neuf. Mais souvent, il y a quand même un reconditionnement ou un peu de travail pour le réutiliser. Et les artisans, bah, c'est normal, s'ils prennent plus de temps à reposer un ancien parquet, bah, ils le chiffrent, évidemment. Mais d'expérience, est-ce que tu perçois quand même néanmoins que quand on utilise des matériaux de réemploi sur des projets, on a aussi cet intérêt financier à la fin? Alors, cette question, elle est très compliquée à répondre parce qu'en fait, c'est ni oui ni non. Ça va dépendre du contexte de l'opération, ça va dépendre du planning, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de l'ingénierie qu'on met en face, des matériaux choisis, des labels à respecter. En fait, aujourd'hui, hein, j'en parlais juste précédemment, il y a des labels à respecter. Et en fait, à partir du moment où il y a un label à respecter, forcément, il n'y a pas le choix. En fait, moi, j'ai tendance à dire que le réemploi, c'est un petit peu comme le bio. Ça coûte toujours un petit peu plus cher, mais plus le temps passe, et plus en fait on met en place des dispositifs. Quand je dis nous, c'est les acteurs du réemploi et les acteurs de la construction qui intègrent des matériaux de réemploi, qui permettent de faciliter euh, euh, cette, euh, cette pratique. Mais c'est vrai qu'il y a des externalités, des coûts extérieurs qui avant n'étaient pas pris en compte. Ça va être le stockage sur site ou hors site, qui paye ce stockage, qui paye ce foncier. Et en fait, c'est tout le modèle économique du secteur du déchet et de la construction qui a re-questionné, en fait. Mais euh, auparavant, en fait, déconstruire un bâtiment avec une boule de démolisseur, ça coûtait très très peu cher parce que je fais très court et je fais un raccourci, mais il fallait une personne pour déconstruire un bâtiment. Mais les nuisances que ça générait et que ce soit sur site avec le bruit que ça faisait et les déchets que ça créait, en fait, c'était d'autres externalités négatives qui se reportaient sur des années. Aujourd'hui, pour déconstruire sélectivement un bâtiment, c'est beaucoup plus de monde. Et maintenant qu'on met la déconstruction sélective en réemploi, c'est encore plus de monde. Donc ça coûte plus cher parce que la main-d'œuvre, ça coûte cher, mais c'est de la création d'emplois. Et donc aujourd'hui, la France veut créer des emplois. Donc en fait, il y a des points positifs et des points négatifs si on peut dire que créer de l'emploi, c'est négatif, quoi. Oui, et puis c'est toujours cette question de où est-ce qu'on arrête le chiffrage des coûts d'une opération. Comme tu le disais, tous les coûts de pollution, de déchets qui sont pas pris en compte lorsqu'on fait une démolition simple. Ça a quand même un coût, et dans le réemploi, ces coûts sont inclus, sont comptabilisés, donc c'est pour ça que ça paraît plus cher. Après, il y a aussi des avantages sur la santé, notamment, qui sont à mettre en avant quand on utilise des matériaux de réemploi, assez souvent, pour des questions d'émissions de COV, par exemple, sur des matériaux de seconde main. C'est toujours intéressant parce que
condition qu'on ne mette pas de la peinture par-dessus, par exemple, mais tous les polluants ont déjà été relargués en début de vie du matériau, et souvent, quand on utilise des matériaux de réemploi, par exemple, ils sont moins polluants que des matériaux neufs, donc c'est un attrait qui n'est pas négligeable, qui est à prendre en compte aussi dans l'équation, je pense. Oui, tout à fait. Après, ça dépend des matériaux et de certains éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux qui se réemploient le plus, le plus facilement, c'est des matériaux anciens, justement, qui ne contiennent pas de COV. On va dire que ceux qui contiennent le plus de COV, c'est les éléments contemporains, c'est l'aggloméré, c'est les moquettes, tout ce qui est à base de plastique, en fait, finalement, qui sont assez contemporains et qui peuvent se réemployer, mais qui sont moins qualitatifs et qui ont une durée de vie plus réduite. Et en fait, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est qu'est-ce que j'utilise comme matériau qualitatif pour le garder le plus longtemps. En fait, c'est un peu le parallèle est très juste avec la fast fashion. Si je m'achète un t-shirt que je vais acheter 5 euros, je vais le garder beaucoup moins longtemps qu'un t-shirt qui a été fait peut-être plus localement avec une mise en œuvre beaucoup plus qualitative que celui qui est à 5 euros, mais il va me durer plutôt je dis n'importe quoi, 10 ans plutôt que une saison en fait. Donc il y a aussi ça à mettre dans la balance. Et chez Mineka, donc vous avez ce que tu évoquais tout à l'heure, le Minestock, qui est un local dans lequel vous mettez à disposition les différents matériaux de réemploi que vous proposez. Quelles sont les différentes activités que vous proposez dans cette filière du réemploi? Alors nous, chez Mineka, on est sous statut associatif. Notre objectif social, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction. Et pour opérer cette démocratisation, on a plusieurs moyens d'action. Donc le premier, c'est la collecte de matériaux et de produits et d'équipements auprès des professionnels de la construction et de la déconstruction. Ensuite, c'est la redistribution de ces éléments à tous les publics, que ce soit particuliers, associations ou professionnels. Aucune discrimination n'est faite. Et ensuite, on a des missions de conseil, formation et sensibilisation où on va accompagner les acteurs de la construction à intégrer des démarches de réemploi sur leurs opérations. Donc, on réalise des diagnostics ressources, des diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets, pour cartographier tous les éléments d'un bâtiment qui va être déconstruit et permettre leur réemploi par derrière, soit sur le territoire, soit sur la future opération. Et ensuite, on va aussi développer tout un volet de sensibilisation et de formation pour pouvoir transmettre en fait nos savoirs et nos compétences, soit aux acteurs de la construction pour qu'ils puissent en fait réemployer par eux-mêmes derrière, maîtriser la réglementation, maîtriser les premiers outils et justement ne plus être frilés parce qu'en fait finalement c'est une compétence à avoir de plus à son arc, mais c'est pas si compliqué dès lors qu'on apprend à le faire, et aussi de sensibiliser le grand public aux nouvelles manières de construire, d'habiter, de manière réversible et de réduire les déchets du secteur le plus émissif. Et ouais, donc c'est tout le panel du secteur du réemploi que tu évoquais tout à l'heure, avec l'importance de l'inventaire, puis après la question du stockage et puis de la distribution des produits, puis aussi tout l'aspect sensibilisation, formation, pour essayer d'essaimer au maximum cette démarche. Est-ce que tu aurais un exemple, un projet un peu représentatif que vous avez réalisé, que tu pourrais présenter pour expliquer par exemple ce qui a été fait en termes de réemploi sur un projet un peu démonstrateur? Un projet démonstrateur. Alors, nos adhérents en ont pas mal, hein, parce on a plus de 2200 adhérents là en 2023 sur l'année précédente. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent se fournir et qui utilisent des matériaux de réemploi pour des rénovations ou des constructions.
Je pense notamment à la maison circulaire. Donc c'est Naomi Scherer qui est une adhérente et qui a vraiment mis le réemploi et la seconde main au cœur de son projet de rénovation. Elle a acheté une maison dans le nord de Lyon, vers Villefranche, et elle s'est adjoint les compétences d'une architecte d'intérieur spécialisée en réemploi, qui l'a accompagnée sur la recherche d'éléments de seconde main et de réemploi. Et donc elle a une page Instagram où elle relate toute cette expérience-là. Donc ça va vraiment du lavabo aux peintures jusqu'à la vaisselle, son mobilier, etc. Vraiment elle va très très loin. Et puis sur des projets plus ambitieux, enfin pas plus ambitieux, mais plus conséquents, il y a le projet de l'autre soi, qui est un projet avec 4 bâtiments, qui est pas très loin de notre stock. Alors c'est pas nous-mêmes qui avons fait du réemploi, mais nous on a accompagné la maîtresse d'ouvrage à intégrer des démarches de réemploi, et notamment sur le LOA, qui est un ancien IUFM où il y a beaucoup de conservation en place et de matériaux qui provenaient du territoire qui ont été intégrés dans le nouveau programme, et notamment du parquet en chêne qui provenait d'un autre site qui a été déconstruit et qui a été réemployé sur l'autre site. Et ça a été notamment beaucoup facilité par la maîtrise d'ouvrage qui était très, on va dire, motrice et ambitieuse là-dessus. Et donc c'était une démolition de son patrimoine immobilier, d'où provenait le parquet. Ok. Et est-ce qu'il tu aurais une anecdote un peu surprenante ou amusante peut-être dans l'histoire de Mineka ou avec vos activités de réemploi que tu pourrais partager? Il y en a beaucoup, mais ce qui est intéressant, alors je sais pas si c'est amusant, en tout cas c'est satisfaisant, c'est que au début quand on a démarré, on nous prenait vraiment pour des fous. C'était impossible, on nous disait que ça n'allait pas marcher, que c'était impossible. Et finalement, on a eu beaucoup de difficultés. En tout cas, le montage du projet a été compliqué. Et en fait, aujourd'hui, on s'est accroché pendant toutes ces années parce qu'on y croyait vraiment très très fort. Et en fait, aujourd'hui, le réemploi, c'est sur toutes les lèvres. Et c'est hyper satisfaisant de se dire, bah, heureusement qu'on s'est accroché, d'avoir cru au projet et d'être toujours là et de répondre aujourd'hui maintenant aux enjeux qu'il y a, et de participer à l'accompagnement de ceux qui ont pu nous fermer des portes il y a quelques années, et se dire enfin ça y est, le réemploi est lancé. Ouais, félicitations pour ça. Vous avez fait partie des pionniers du réemploi en France. Donc bravo. J'ai l'habitude de poser quelques questions sur la fin du podcast. À quoi ça ressemblerait, toi, ou à quoi ça ressemble peut-être déjà pour toi, ta maison idéale? Alors ma maison idéale, ce serait une maison construite évidemment avec une majorité de matériaux de réemploi, avec des systèmes et des équipements qui permettent une consommation raisonnée, que ce soit de l'électricité ou la consommation de l'eau, par exemple, de mettre en place des récupérateurs d'eau euh, pour, euh, pour la vaisselle, pour la douche, pour les toilettes, ou mettre en place des toilettes sèches aussi. Voilà, parce que plus il y a de systèmes, plus ça coûte cher, donc d'essayer d'avoir une construction raisonnée, et notamment de s'inspirer de tout ce que fait le Low Tech Lab, qui a mis en place des prototypes de tiny house. Ça vraiment, c'est un peu ça pour moi la maison idéale. Ok, excellent. Donc le Low Tech Lab de Corentin de Justel-Perron, Oui, tout à fait. il va peut-être passer sur le podcast prochainement, donc ce sera l'occasion d'en parler. Chouette. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent peut-être pour approfondir les sujets que tu viens d'évoquer? Oui, alors il y en a beaucoup. Bah, d'abord la Bible qui est matière grise, qui est le catalogue de l'exposition matière grise qui
Maintenant, elle a bien 10 ans, hein, cette expo, mais qui permet de faire l'état des lieux, en tout cas, d'il y a 10 ans, du réemploi dans la construction. Ensuite, il y a le bouquin Déconstruction de Rotor, qui est très bien fait. Ensuite, il y a Autoconstruire en réemploi, qui est plutôt axé pour les particuliers, pour les bricoleurs, et qui est hyper facilement appropriable avec des petits tutos pour déconstruire par exemple un mannequin de coffrage et construire une ossature d'une maison avec. C'est hyper intéressant. Et puis après, pour les plus aguerris, il y a Répare 1 et Répare 2 de Bellastock, où là c'est une boîte à outils pour les acteurs de la construction. Ok, merci. Je mettrai les liens de tous ces ouvrages dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui t'inspire pour avancer sur tes projets? Pas vraiment. Je suis désolée, j'en ai pas. J'en ai pas. Et par rapport au réemploi, il n'y a pas un mantra qui tourne je ne sais pas, une citation qui existerait par rapport à ce secteur-là? Non, il n'y en a pas. Après, au démarrage du projet, on utilisait souvent la petite phrase « sauver de la benne ». Okay. Mais on a arrêté de l'utiliser parce que ça a été jugé un petit peu péjoratif vu que ces matériaux, nous, on les considère plus comme des déchets, en fait, d'éviter de parler de la benne et justement pour redonner des lettres de noblesse à ces éléments qui peuvent être délaissés, mais qui en fait ont encore de l'usage et une vie à vivre avant d'être jetés, et d'enlever le mot poubelle d'en face de ces éléments. Et où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur Mineka, sur vos activités, découvrir ce que vous faites? Alors sur notre site internet, mineka.fr. Ensuite, on a aussi une chaîne YouTube qui répertorie tous les reportages, les podcasts auxquels on a pu participer. Et puis après, on a nos réseaux sociaux qui sont très actifs, notamment la page Instagram et la page Facebook où on parle des nouvelles collectes qu'on fait, on fait des mini-chroniques aussi, on fait de la sensibilisation, on évoque aussi toutes les définitions entre le réemploi, la réutilisation, le recyclage, etc. Et ensuite, de passer nous voir aux heures d'ouverture dans notre stock, où on est en train de finaliser un parcours pédagogique qui pourra être ouvert à tous et où chacun pourra venir en fait se renseigner sur le réemploi, même s'il repart sans matériaux. Ok, excellent. Je mettrai aussi tous ces liens dans les notes de l'épisode. Et puis j'invite tous les habitants de la région lyonnaise à passer effectivement au Ministock pour se renseigner. Merci beaucoup, John, pour ce retour d'expérience, ce partage. Et puis bravo pour d'être accroché au démarrage du projet pour tenir ce projet de création d'entreprise autour du réemploi, parce qu'on en a bien besoin. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ça apporte ses fruits et puis ça inspire d'autres personnes. Donc félicitations. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique Accompagnement.
lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.